Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, vous travaillez avec moi en même temps. Voilà, je suis en train de bosser sur un fichier Excel et en même temps je vous parle. J'espère que vous allez bien, je vous ai promis dans la vidéo précédente, pas celle de parfum, mais sur les îles malaisiennes, je vous ai décrit brièvement la situation d'accueil des réfugiés viettes quand ils arrivent à accoster sur les côtes des îles malaisiennes. Avant de pouvoir arriver à accoster sur les côtes des îles malaisiennes, il faut pouvoir traverser, vous savez, les typhons. Il faut pouvoir affronter les vagues meurtrières. Hein, c'est pas la petite, c'est pas les clapoutis. Hein. N'oubliez pas, vous êtes au large de la mer du Sud. Il y a beaucoup de vent, il y a énormément d'obstacles. Si vous avez l'occasion de naviguer sur les eaux de ces mers-là, vous allez voir, chez nous, on dit, quand tu prends la mer, tu as 7 chances de mourir et une chance de vivre. Comme ça, 7 chances. Et oui, c'est-à-dire que sur 8 sorties en mer, 7 chances de pouvoir survivre. D'accord? 7 chances. 7 chances de mourir, pardon. Qu'est-ce que je raconte? 7 chances de mourir. Alors Marie, elle m'a refilé un truc en plaqué or. Elle m'a dit, ça c'est emmêlé. Elle m'a dit, il faut... Oh, mais c'est joli. C'est un truc que je lui ai acheté il y a longtemps. C'est du plaqué. Et ah ouais, c'est pas... Tiens, Marie, ton collier est prêt. Hein. Je l'ai démêlé, ton collier. Il est tellement fin. En plus, c'est du plaqué. Il est si fin qu'il fallait passer une journée à démêler les nœuds. Donc voilà. Attends, je te le mets là. Là. Avec un truc donc je disais, si vous prenez la mer, vous avez 7 chances de mourir et une chance de vivre. Bah, c'est exactement la même chose. Ce qui s'est passé entre 75 et 95. Oui, parce qu'en 95, il y a quand même beaucoup de monde qui partent. Hein, voilà. Bah, ils traversent pas la mer, ils traversent la terre. Et ils sont cachés dans les containers congelés. Donc il y en avait eu plein de morts au large de la Manche pour rejoindre comment ça s'appelle, pour rejoindre l'Angleterre, parce que quelqu'un leur a dit, écoutez, je connais le chemin pour aller en Angleterre, que la France elle n'accepte plus les étrangers, situation irrégulière. Donc ils ont pris la terre, ils ont pris la mer, ils ont traversé la Manche, et il y en a plein qui sont morts dedans. Voilà, c'est comme ça. Cette fois-ci, bon bah, c'est comme ça. Voilà. Pourquoi le Viet quitte sa terre natale? Pourquoi il s'engage sur les mers? Moi, je parle que des mers parce que je connais que les situations des boat people, car j'en fais partie et j'ai déjà vécu tout ça, donc je peux vous en parler. Pourquoi le Viet quitte en masse sa terre natale? Mais pourquoi faire en fait? Voilà. Eh bien, il faut remonter dans le temps à la chute de Saigon, 30 avril 1975, quand l'armée rouge déferle sur la capitale. Ils viennent de la jungle, ils sont aidés soit par les Russes, soit par les rouges, mais vraiment plus rouges que rouges de Pékin. Donc, plus rouge que rouge. Donc, du coup, ils déferlent dans la capitale, ils découvrent la splendeur d'une capitale évoluée. N'oubliez pas que le Vietnam a été... non, c'est ça. Attends, je me suis trompée. N'oubliez pas que le Vietnam est le joyau des terres du Sud. Était.
il n'est plus là, était le joyau des terres du Sud. Donc, quand ils arrivent et qu'ils découvrent la capitale d'une splendeur incroyable, certains se disent, mais ils nous ont trompés, hein, les dirigeants là. Les junguistes, ceux qui disent que oui, il faut délivrer la terre du Sud, le Vietnam du Sud, parce qu'ils vivent dans une totale misère, parce qu'ils sont ployés sous une masse d'envahisseurs étrangers, américains, et qu'ils... ah bon? Je te rappelle que la guerre a commencé il y a longtemps, il y a 20 ans, et en 75, quand tu es arrivé au Vietnam, c'est-à-dire que tu as envahi déjà le Vietnam du Nord, et que à cette époque-là, l'envahisseur américain n'était pas encore sur ton sol. Alors le slogan, disant comme quoi les Américains ont envahi ta terre du Sud, tes frères du Sud meurent, tes filles du Sud crèvent la dalle, tes enfants du Sud n'ont pas à manger. C'est du mensonge parce que le Vietnam du Sud n'a été officiellement aidé par les US que en 1965, d'accord? Environ. Ben alors toi, tu as commencé la guerre 10 ans avant, même 20 ans avant. Tu as bien calculé ton coup et tout, et quand tes frères que tu as tu as lavé le crâne de ta jeune génération des Vietnamiens, jeune génération de Vietnamiens du Nord, disant comme quoi, oui, femmes et enfants, même des enfants, doivent se lever contre l'envahisseur du Sud. Il y a des Américains qui massacrent la population. Je pense que c'était un mensonge monté de toutes pièces pour pouvoir attaquer le Sud avec la force des jeunes gens du Vietnam du Nord. Voilà, c'était ça. C'est pas que je pense, c'est que c'était cela. Cette affirmation est vraie. Tu as manipulé l'inconscient collectif du Nord, de ta jeune génération vietnamienne du Nord, pour venir massacrer la jeune génération du Sud. Tu leur as vendu comme quoi ce pays était pauvre, désertique, perverti. Perverti. Donc tu vas vouloir faire le ménage. Mais quand les jeunes gens du Nord arrivent dans le Sud, ils découvrent une capitale magnifique, des buildings, les habitations avec des toilettes où tu tires la chasse d'eau, il y a tout qui part, c'est propre et tout. Il y a des baignoires, il y avait des maisons extrêmement riches, tenues par des Chinois à l'époque qui étaient extrêmement riches, et que les Vietnamiens du Sud, ils leur ont foutu la paix, disant comme quoi, tant mieux si t'es riche. Du moment où tu payes tes impôts, du moment où tu fous pas le bordel, c'est bien, c'est encore mieux que tu sois riche. Et les Vietnamiens du Sud avaient de l'éducation. Les filles, elles se parfumaient. Il y avait des manufactures, il y avait des usines qui fabriquaient du savon, des papiers de très grande et très belle qualité. C'est pas le papier recyclé dont on m'a farci le crâne, dont on m'a obligé d'écrire pendant les années où j'étais scolarisée là-bas sous la dictature rouge, d'accord? Il y avait des stylos, il y avait toutes sortes, il y avait de la colle, alors qu'on cherchait de la colle partout après la guerre, il n'y avait plus de colle pour coller deux papiers ensemble. On a dû écraser le riz cuit, coller, puis quand il y a de l'eau, quand il pleut, bah, tout s'en va, d'accord? Il y avait des usines pour fabriquer des stylos, il y avait du savon, il y avait une usine pour recycler l'eau de la mer, en eau douce, il y avait tout ça. Il y avait des usines pour recycler les déchets, il n'y avait pas de déchets qui traînaient par terre, c'était pas moche. Certes, il y avait toujours la population pauvre de la campagne qui essayait de vivre comme elle pouvait, parce que entre deux guerres, et pendant la guerre, et pendant les bombardements, avec vos guérillas, ils n'arrivaient même plus à vivre, ils n'arrivaient même plus à manger. Souvenez-vous qu'ils sortaient de la guerre ils sortaient à peine de la colonisation française, les Français, excusez-moi, ils n'étaient pas tendres du tout.
envers les habitants parce que c'était des envahisseurs. C'est normal qu'on ne soit pas tendre avec vous parce que c'est des envahisseurs. Les Français étaient envahisseurs, d'accord? Les Français étaient venus au Vietnam construire des routes, construire le chemin de fer, construire la cathédrale de Notre-Dame à Saigon pour former justement ceux qui embrassaient la religion du Christ. À côté de ça, il y avait aussi des bouddhistes. Ils n'ont pas tiré sur les bouddhistes. Enfin, voilà. On va tirer sur les résistants, mais pas les bouddhistes. Enfin, ils acceptaient quand même. Mais l'œuvre majeure des Français, ça a été de construire les routes et de former quand même. Ils éduquaient les gens. Il ne vient pas brûler les bouquins. Hein. J'ai pas vu de Français brûler les bouquins chez nous. Non. Ils exilaient les résistants, ça c'est sûr. Quand tu viens dans un pays, que tu envahis un pays, c'est normal que tu massacres les résistants. C'est tout à fait normal. Je veux dire, en mentalité de guerrier, évidemment. Mais je ne crois pas qu'ils aient brûlé des livres interdits, quoi que ce soit. Enfin bref, voilà. Sous le règne des Français, sous la colonisation, le peuple souffrait beaucoup. Bien sûr qu'il y a eu des histoires de viol, bien sûr qu'il y a ceci, bien sûr qu'il y a cela, mais les Américains ont fait pire que les Français, ne vous inquiétez pas. À chacun son tour. Hein. Aujourd'hui encore, quand vous posez la question à un vieux habitant, qui j'espère on a encore qui survivent, ils ont dit, moi je préfère, entre deux ennemis, moi je préfère le français. Franchement. Que l'Américain vient sur nos sols, viole nos femmes, au début, ravage nos terres, bombarde nos forêts, c'est horrible. Les Américains ont fait horriblement beaucoup de dégâts, 10 000 fois plus que le Français qui n'avait pas beaucoup d'armement sophistiqué à l'époque. Voilà, c'était tout. Bon, bref, le peuple vietnamien en souffrait. Que ce soit américain ou autre, et comme ça. Bon. Oui. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que ce pays était déjà en situation de détresse, mais pendant que les Français partaient et qu'il y a eu entre-temps les élections, les trucs, les machins pour réorganiser le pays et qu'il y a le traité de Paris qui divisait le pays en deux, 17e parallèle où le nord tu restes au nord, le sud tu restes au sud. Le sud a su se relever de manière spectaculaire, a construit des hôtels, les routes, a réorganisé toute son armée, a réorganisé tout le système éducatif, formé des médecins, des ingénieurs, les tout. Je crois qu'en 20 ans, le Vietnam a su se rebondir d'une manière spectaculaire. Là, à cette époque-là, je peux vous dire que c'était le dragon de la du Sud-Est. C'est même pas un des quatre, c'est le dragon. C'est pour ça qu'on l'appelait le sud du Vietnam. Bonjour. Tu dis bonjour, bonjour. 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 C'est bonjour. Bonjour à vous. Ça, c'est le dragon du Sud-Est. Voilà. Bref, va-t'en. Laisse-moi parler. Donc, entre-temps, le dragon du Sud-Est a su se relever d'une manière spectaculaire, même pendant la guerre, même pendant que les bombes pleuvaient, même pendant que le Viet Cong du Nord attaquait le Sud en manière guérilla. Dans les campagnes, dans les trucs, les tracts et tout ça, ils ont noyé le cerveau de la population. La moitié s'est dit, oui, ils ont suivi les cons. L'autre moitié s'est dit, non, non, je suis personne. Moi, je suis paysan. Je suis sur ma terre. Foutez-moi la paix. Eh ben, oui. C'est dur, hein. Donc, entre-temps, le Vietnam du Sud connaît une zone économique extrêmement prospère. Il y avait tous les investisseurs qui, tout d'un coup, se louchaient vers le Vietnam du Sud. Ils ont dit, waouh, mais quel exploit! Alors, il y avait tout le monde qui venait investir. Les filles, elles étaient en mini-jupe, elles se faisaient
des cheveux permanentés pour avoir des boucles, pour être encore plus belle que belle. Elles se parfumaient, elles avaient des robes, des trucs, des machins. Les écoles d'art se multipliaient. On sélectionnait les gens pour entrer en école d'art, en école d'opéra. Alors, les opéras, c'est quoi? Les opéras, c'est une forme d'opéra typique au Vietnam. C'est-à-dire, tu es formé pendant 10 ans, 15 ans pour chanter sur scène. C'est ça l'opéra vietnamien. Reconstitution des scènes historiques, des grandes batailles qui ont marqué l'histoire du Vietnam, tout le tralala. Je vous raconterai tout ça. Je vous raconterai les batailles, je vous montrerai une des figures les plus emblématiques de l'opéra typique du Sud Vietnam. Attention, l'opéra, ça se chante avec l'accent du Sud. Le Nord, il ne peut pas chanter ça, c'est pas possible, c'est trop compliqué. On comprend rien quand il chante, d'accord? Et que l'accent du Sud du Vietnam. La capitale économique du Vietnam, c'est une capitale économique, intellectuelle et spirituelle, parce qu'il y avait plein de religions qui venaient enseigner leurs trucs. Personne ne se battait parce que t'es chrétien, t'es pas chrétien, t'es musulman, t'es pas musulman. Non, 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 non. Vous venez tous chez nous, vous êtes respectés. T'es chinois, t'es pas chinois. Non, non, il n'y avait pas ça. Voilà. Le seul truc, c'est qu'ils obligeaient chaque famille, s'ils ont des fils qui arrivent à l'âge de servir l'armée, doivent servir l'armée 1 an, 2 ans, et ils savent très bien que ces fils-là vont partir au front, ne reviennent pas pour la plupart. Parce que pourquoi? Parce que faut constituer une armée, et ça, ils n'ont pas travaillé assez là-dessus. Psychologiquement, ils ont forcé les gens à fournir les fils. Alors, l'autre côté aussi, ils ont dit, non, mais l'autre, il faut fournir les fils. Nous, il faut venir chez nous, vous ne mourrez pas. Tu parles, mon grand-oncle, le premier-né de la famille, premier fils de ma grand-mère, a dû partir au fond et on n'est jamais revenu. Jamais revenu. Mais il n'était pas parti au fond dans le sud, hein. Non, c'était dans le nord. Il partait au front pour le nord parce que la nuit, pourquoi ils viennent dans les familles, ils lavent le cerveau, ils ont menacé comme quoi, si tu t'es pas avec nous, t'es contre nous, donc t'as des fils qui sont grands, qui sont en âge de se battre, tu m'en donnes un, sinon on vient, on te massacre ta famille. Et ben, 10 fois, 20 fois comme ça, avec des menaces, tantôt dissuasives, tantôt mielleuses. Mon oncle, il avait 17 ans à l'époque, 17 ans, hein. Il a dit à son père, à sa mère, moi je vais partir, comme ça ils vous foutront la paix. Je pars avec eux, ils vous foutront la paix. Il n'est jamais revenu, il ne l'a jamais revu, jamais. Jamais, jamais, jamais. Oui. Donc voilà, on a. Et ma grand-mère touche une pension, hein. Elle touche une pension de l'État, c'est 2 boîtes de conserve par mois, hein, pour dire, voilà, ton fils a servi l'État. C'est pour ça que quand mon père était parti, s'était enfui vers la mer, ils sont venus, ils ont dit, oui, dans ta maison, tu as des fils rebelles, des traîtres. Et ma grand-mère, elle a dit, des traîtres comment? Mon fils est mort en guerre. Je vous montre le papier comme quoi j'ai reçu une pension de votre part. C'est 2 boîtes de conserve par mois. J'ai des fils qui servent la nation, d'accord? Au Vietnam du Nord, depuis le tout début. D'accord? J'ai des fils qui servent la nation. Donc vous ne venez pas me faire suer avec vos histoires de traîtrise. Pour me soutirer encore de francs 6 sous, j'ai plus rien à vous donner. J'ai plus de larmes pour pleurer. Tous mes fils partent. Il y en a un qui est mort en mer. Voilà. Tous mes fils sont morts. Il y en a un seul, il est trop jeune. Je ne peux pas vous le donner. Et le pays est pauvre. Voilà. Alors, le Nord, quand ils arrivent dans le Sud, ils disent, waouh, mais c'est quoi cette richesse? On n'a jamais dit qu'ils sont riches. Alors, commence une politique d'anticapitaliste, la plus meurtrière sur tout le pays depuis 1975. C'est quoi anticapitaliste? Tous ceux qui étaient, oui, tous les rouquins, tous ceux qui possèdent des chats, d'accord? Tous les rouquins et toutes les rouquines et tous les calinanos et tous les miaoutés et tout ça là, c'est des capitalistes. Attention, tu es un capitaliste, tu seras servi en rôti. D'accord?
Je vous imagine même pas la douleur des... J'imagine même pas la douleur des propriétaires de chats. Manger. Ils viennent manger les chats. Oui, 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 oui. La tradition de manger des chats ne vient pas de chez nous, hein, c'est ça, il n'y a pas du Sud. Les Suds avaient assez à bouffer. Le joyau de l'Asie du Sud-Est. Ils ne vont pas bouffer les chats. Vous imaginez, ils ne bouffent pas de serpents. Vous avez une... Ça, c'est une tradition culinaire pékinoise. Ils ne bouffent pas des trucs comme ça, mais ça va pas. Il y a des poissons en abondance sur la terre du Sud. Les 9 bras du dragon, la plaine la plus fertile de toute l'Asie du Sud-Est, en concurrence directe avec le lac Tonlé Sap. Il y a tout, il y a du riz, il y a des fruits, il y a tout. Les filles du Sud, comme elles ont été nourries avec du soleil, avec du bon riz, production de riz immense. Il y avait 157 variétés de riz à l'époque. Là, il n'y a qu'une seule variété, c'est le riz du Cambodge. Cherchez pas le riz du Vietnam, il n'y a plus. Fini. Ils ont anticapitalisé toutes les usines. Et quand ils louchent sur les filles du Sud, ils se disent, mais elles sont belles, mais elles sont magnifiques, c'est des femmes libérées. Oh, on va tous les massacrer. Massacrer comment? On va les envoyer dans les endroits les plus inexploités, inexplorés, pour qu'elles puissent travailler et que leurs mains blanches, fines, qui ont jamais touché quoi que ce soit de la terre, parce que c'est des filles qui font des études, même dans les moindres campagnes profondes, les filles savent lire. Ils ont des écoles et tout ça. C'est quoi ce truc-là? C'est pas possible. Ce pays-là, c'est un pays perverti. Bon bah oui, perverti. Donc, pour récompenser les officiers, les camarades qui viennent du Nord, qui n'ont pas pu s'arrêter pendant très longtemps dans une auberge, parce qu'ils viennent de la jungle, les familles qui ont des filles en âge de se marier, genre de 16 ans à 25 ans, doivent fournir, les filles doivent être les compagnes, les maîtresses et les femmes de ces jungles, d'accord, de ces nordistes. Vous imaginez la fuite de toutes les familles qui ont... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que ça fait pas, non? Ils ont vu ça, ils ont dit non, 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 moi je prends ma fille, je m'enfuis dans la jungle, la plus jungle du jungle, et là on commence à fuir. Il y a une fuite, alors fuite par les mers, la terre, partout, il y a une fuite déjà. Et ensuite, vous avez une maison avec un frigo, mais c'est quoi cette histoire? Vous avez même la radio? Mais c'est quoi ça? Mais ça va pas, non? C'est très capitaliste tout ça. On va vous prendre votre maison. On va vous virer dehors. Vous ne méritez que d'exploiter la terre inexploitée. D'accord? C'est quoi ces terres inexploitées? C'est des parties, vous savez, des forêts, des jungles, tout ça. Koh-Lanta. Voilà, on vous envoie à Koh-Lanta. On vous envoie dans les terres qui ressemblent à Koh-Lanta. Vous démerdez. Si vous avez vu les émissions de Koh-Lanta, vous savez que c'est ça, Koh-Lanta. On a Koh-Lanta-té, Koh-Lanta-hé, toute la population la plus intellectuelle du pays. T'es médecin? Mais c'est plus le Koh-Lanta, on va envoyer. Non, non, on va pas Koh-Lanter, toi. Déjà, tu n'existeras plus, t'es mangé, d'accord, c'est fini. Oui, oui, parfaitement. On va pas te Koh-Lanta, toi. On va t'envoyer dans les camps de rééducation parce que être médecin, ça veut dire que tu as été éduqué. Et éduqué par l'ancien régime, le régime le plus moderne. Ça va pas. Ton diplôme n'a pas été acheté. Il a été formé, c'est pire. Ces gens-là, tout ce qui est poète, écrivain, professeur, médecin, ingénieur, 5 ou 10 catégories, j'ai oublié le reste. Et les propriétaires du chat, parfaitement,
Tout cela, c'est encore plus dangereux que le système, que les soldats ou que les généraux, les commandants de l'ancienne armée. D'accord? Tout cela là, c'est la catégorie la plus dangereuse. Tu enseignes dans une université, mais c'est très dangereux ça. Tu vas pouvoir retourner la mentalité, la pensée de la population noire contre nous, tu vas crever. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 47 ans, perpète dans les camps de rééducation. On va te rééduquer. Il y a un médecin, il y a un médecin qui est devenu, je crois, neurochirurgien ou un truc comme ça à Lille. Il avait passé, il était en première année, il était en première année, en médecine, en école de médecine à Saigon. Il a été invité à une réunion entre jeunes. Les jeunes. Alors là, d'un côté les jinguistes jeunes, ils ont 14 à 17 ans, 20 ans, et t'as de l'autre côté toute la classe des professeurs, des médecins, jeunes, très très jeunes. Il a retenu qu'une seule chose, on va vous rééduquer. Il a eu un sursaut, il est tombé de son siège, il fait waouh, rééduquer comment? Oui, parce que là, non, c'est pas ça. Bon, ok. Et dans sa tête, il se dit, non mais moi, je vais être médecin, je vais être professeur, c'est moi qui dois éduquer les gens après. S'il le faut, je vais leur transmettre mon savoir, s'il le faut. Ces gens-là, ils viennent d'où? Pourquoi ils veulent rééduquer encore? À partir de ce jour-là, il a cherché par tous les moyens de s'enfuir, de fuir son pays. Premier cas. Aujourd'hui, il y a quelques années, on l'a vu apparaître sur les réseaux sociaux en tant que médecin, professeur à Lille parce il s'est enfui, il en a bavé. Et après, il a atterri à l'université, à Paris. Après, il a fait ses études à Lille. Il a terminé tout son cycle. Il a été rééduqué en France. Ensuite, premier cas. Il a dit, punaise, oh punaise, j'ai échappé belle à la rééducation. Combien combien étaient morts dans les camps de rééducation? Est-ce que quelqu'un a fait la liste? Non, il n'y avait pas de liste. Entre 75 et 85, énormément. Jusqu'à 95. Les camps de rééducation et de concentration, c'est des prisons à ciel ouvert où il y avait les femmes. Oui, il y avait des femmes, il n'y avait pas que les mecs. Les femmes. Il y avait des étudiants, il y avait tout cela, ils étaient tous parqués là-dedans. Soit envoyés, alors toi, il y a deux catégories, hein. Soit tu es intellectuel, professeur de gna, envoyé direct dans les camps de rééducation, il n'y a pas de négociation, d'accord? Et quand on envoie comme ça un mec ou une fille, faut pas oublier qu'il y a une famille derrière. Faut pas oublier qu'il y a une femme et des enfants, une maman, des parents vieux, parce que la société vietnamienne, c'est le respect des vieux, des aînés. Quand tu es jeune, tu prends en charge ta famille, tu prends en charge de tous les côtés. Quand tu peux travailler, quand tu es jeune, tu en prends en charge tes vieux et tes jeunes, d'accord? Il y a pas de dire non, mais moi c'est individualiste. Non. La société vietnamienne, dans une maison, je vous ai déjà dit, dans une vraie maison vietnamienne, il y a 3 générations qui y vivent. Voilà. Les plus valides prennent en soin les plus vieux. On est tous liés par le même slogan. On descend des fées et des déesses et de tout ce que vous voulez. Et on a une grande famille. Et on est une grande famille issue des 100 œufs originels. Ça, c'est le slogan des Viet. Et le respect des aînés, même quand tu es mort, je te vénère par les autels. D'accord? Je célèbre ton anniversaire de mort. Tous les ans, j'invoque ton nom. Quand je mange, je prévois un bol de riz à côté. C'est pour ça que les Viet, quand ils font à manger, c'est pas que pour lui, c'est aussi pour tous ceux qui ont disparu. C'est pour ça qu'il y a toujours la bouffe chez eux. Voilà, ça je vous le dis. Donc, intellectuel, vous êtes très dangereux. Camp de rééducation immédiate. Le reste, c'est-à-dire la classe moyenne,
ceux qui travaillent, qui ont des sous et qui ont des maisons avec frigo. Tu vas pas dans les camps de rééducation, non, non, on te rééduque pas, parce que, voilà. Bref, on te met dans les Koh Lanta. On te met à Koh Lanta vietnamien, Koh Lanta vietnamien, d'accord? C'est comme ça. Et donc, du coup, le Viet, qu'est-ce qu'il fait? Du jour au lendemain, il n'y a plus de production de riz, c'est fini, c'est rationné. T'as 200 grammes de riz par semaine, putain, par personne. C'est gna. Production de riz arrêtée, t'as plus de riz. Production de pâtes arrêtée, de pain arrêté, il n'y a plus rien. Du jour au lendemain, une brosse à dents est devenue un objet de luxe condamné à mort. Même la brosse à dents, elle est condamnée à mort. Donc, il n'y a pas de dentifrice. Mon père, il se brossait toute sa vie, puisqu'il est en mer. Il se brossait toute sa vie avec de l'eau de mer. Et ses dents, bah, pendant 30 ans, pas une seule carie. Je dis, bah, tu vois, le système, il est quand même bien. À force de rationner tout, tu trouves des solutions. Il fait, non. Se brosser les dents avec l'eau de mer. Je vous invite pas à brosser les dents avec l'eau de mer, vu que c'est hyper cher. Il faut habiter en bord de mer, que la mer, c'est des fois, c'est pollué. Oui, ça marche bien. Ça marche bien l'eau de mer, que ça tue les bactéries. Je dis, ben, nous, on n'était pas en mer, on était en ville. Il n'y avait pas de brosse à dents, il n'y avait pas de dentifrice, il n'y avait plus rien. Tout le pays s'arrêtait de fonctionner. Il n'y avait pas de papier pour écrire. Il n'y avait plus rien. Et quand ils ouvraient, enfin, les classes, c'est un livre pour 7, 8 élèves. Et encore, c'est pas n'importe quel livre. Les livres sur le Parti communiste. Les livres où tu chantes la gloire de Dieu. Dieu Ho. Dieu Ho. Ho Chi Minh. Toute ta vie. C'est pour ça que la jeunesse vietnamienne, elle qui a été pas formée avant, et elle qui a été formée depuis 75 jusqu'à maintenant, et qu'elle n'arrivait pas à s'enfuir du pays. Et pour la génération suivante, ils savent plus lire. Ça veut dire quoi ne plus savoir lire? Ça plus lire parce que y a toute la quintessence de la littérature vietnamienne a été pulvérisée. Les livres, 40 000 tonnes de livres ont été brûlés. Encore, j'exagère pas. Je crois qu'il y en a un peu plus. Tous les livres ont été bannés sur la surface de la terre du Vietnam. D'accord? Tous les livres, tous. Même les livres sur les recettes. Il suffit de lire. Il suffit que la date de parution est avant 1915. Tout ça, c'est brûlé. Même un livre sur la manière de faire un poulet rôti. Voilà, c'est fini. Je vous parle même pas des livres sur comment élever son chat, comment chouchouter son chat, quel genre de croquettes lui donner. Ouais, ben c'est fini. Non, c'est fini. Alors lui, là, il a de la chance, le rouquin. Quand je dis à ma mère, j'ai adopté un chat, mais c'est par accident, elle fait, tu sais, il faut toujours voir le bon côté. Ce chat-là a médité pendant 10 000 ans dans une grotte au fin fond de l'Himalaya, et un jour il se dit, je mérite d'être chat sur terre, pas n'importe quelle maison. C'est Tata Aimé. C'est karma, c'est un bon karma. Donc voilà, parce une fois qu'il sait qu'il est adopté, il est nourri, il est logé, il est blanchi, il a des croquettes. Tu sais que la vie de ce chat-là, il vaut 10 000 vies d'un Vietnamien. Oui, parce que le Vietnamien, à l'époque, il n'y avait plus de vie. C'était fini. Alors, les filles intellectuelles, pas intellectuelles, toutes les filles du Sud sont soit soumises en tribu de guerre, d'accord? Soit elles s'enfuient, c'est tout. Et les femmes vietnamiennes, je vous admire, je vous salue. Vous, femmes vietnamiennes, quand vos maris combattaient sur le front contre le nord du Vietnam, vous étiez là, vous supportez son absence, vous nourrissez vos enfants, vous les éduquez, vous leur apprenez à lire, ils fréquentent les écoles, les professeurs étaient là aussi pour former, mais c'était vous qui étiez la base de la famille vietnamienne. Ensuite, quand l'homme revient et emprisonné de nouveau pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'était vous qui les nourrissez en prison. Vous
et ben, au lieu de toucher une pension de votre mari, vous avez dû lui donner une pension à votre mari en prison. Vous avez dû soigner votre belle-mère, votre beau-père, parce que le mari est parti. Vous avez dû trimer, vendre la street food, qui est complètement bousillée là actuellement au Vietnam. Fini, il n'y a plus de street food. Mais à l'époque, il y avait encore le street food. Vous avez dû vendre des bols de riz, les bols de soupe. Vous avez dû mendier pour avoir un apport capital, pour pouvoir continuer à nourrir votre famille. Je parle de ma mère, je parle de toutes les mères qui ont vécu dans ces situations-là. Euh, et puis c'est vous, le socle de la famille, parce que si nous existons encore, c'est grâce à vous. Parce que les hommes, les hommes, déjà, ils s'en sortaient pas. Et voilà, c'était juste pour vous dire ça. C'était juste pour vous dire que sans la femme vietnamienne, dans les familles comme ça, la famille aurait volé en éclats. Oui, parce que quand l'homme est parti, la femme doit nourrir son monde. C'est-à-dire ses petits-enfants, ses jeunes enfants, elle doit tous les nourrir, la belle famille et sa propre famille. Parce qu'une fille viette, quand elle est donnée en mariage dans une famille, sa belle famille la considère comme ça, comme un membre, enfin comme sa fille en fait. Sa belle-mère la considère comme sa fille, son beau-père la considère comme sa propre fille. C'est une fille qu'ils accueillent, c'est pas la belle-fille, c'est pas... Le mot belle chez nous, ça n'existe pas. C'est ma fille ou mon fils. Quand ils parlent d'un beau-fils ou d'une belle-fille, c'est pour ça. C'est pour ça que le jeune homme qui épouse euh, une jeune fille qu'il arrive dans la belle famille, il appelle sa belle-mère. C'est pas belle-mère, c'est maman. C'est maman carrément. Bah, il y a plusieurs mamans, donc il va distinguer maman 4, maman 5, maman 6. Et toutes les tatas de sa bien-aimée, il les appelle maman aussi ou tata. Et tonton pareil. Il n'y a que des tontons, des tatas chez nous, on n'appelle pas par les prénoms. Voilà, c'est comme ça, c'est une famille, c'est soudé. Et quand ton homme part en guerre, tu nourris ta maisonnée déjà. C'était moins difficile parce que l'homme qui part en guerre, il laisse une petite pension. Il laisse un espoir, l'espoir de revenir. Quand ton homme part en prison, tu sais qu'il y a très peu de chances qu'il survive parce qu'il sera maltraité, battu, torturé, affamé. Il va revenir, il n'aura plus la force de continuer à te nourrir. Donc toi déjà, tu penses à l'avenir de ton fils, tu penses à nourrir tes filles. Donc tu penses aussi à nourrir ta belle-mère, ton beau-père, tu penses à donner des médicaments à tous les faibles, non pas que à ta famille, mais à tous ceux qui souffrent autour de toi. Femme vietnamienne, je vous admire. Et quand ton homme t'emmène partir loin sur les mers, c'est encore toi qui t'es sacrifié pour qu'on te viole toi et qu'on laisse tranquille tes enfants. Pour que si tu meurs un jour sur la terre, en train d'être violenté sur les terres étrangères, ton homme prendra en charge tes enfants. C'est pour ça que la femme viette, elle dira rien. Elle subit tout. Voilà mes chéris, voilà la situation de 1975. Vous m'excuserez si je décris dans une telle vérité la cruauté de l'ennemi du Nord envers le peuple du Vietnam du Sud n'a pas d'équivalence. On dit souvent que les Khmers rouges, c'est les pires, c'est les sanguinaires, mais les Khmers rouges, c'est le communiste du Nord. C'est pareil que la sale race qui nous a envahis. Ce n'est pas une libération, c'est une invasion, c'était une invasion. Sous couvert de oui, on va chasser les Américains hors de nos frontières. Non, non. La guerre a commencé il y a 25 ans, 30 ans. C'était pas les Américains, ils n'étaient pas encore là, ils n'étaient même pas nés. Voilà. Donc tu viens, tu violentes déjà tes femmes sur la terre du Vietnam du Sud.
tu violentes tous les enfants qui ont de l'éducation. Je suis désolée. Et tu violentes encore ce pays, encore là, maintenant, par des lois d'une stupidité étonnante. Je sais que ta fin est proche, que tu as fait des pactes avec, soit avec les Amerlocs, soit avec je sais pas qui, pour fournir des sous. Fournir des sous à un pays frère comme Cuba, qui est en train de mourir parce qu'il est en faillite. On a annoncé la faillite de Cuba, d'accord? Environ 30 000 milliards de dettes envers 27 pays de Cuba, d'accord? L'électricité à Cuba, c'est 4 heures par jour, pas plus. Les gens, ils sont ployés dans le noir, donc plongés dans le noir. Par un quelconque malheur, Cuba a été coupé du monde, et puis là, c'est encore pire. Il est en faillite, Cuba. Donc, le Vietnam tiendra combien de temps encore? Soit tu négocies avec les Américains, et eux, ils vont te réclamer encore plus de sous pour serrer encore plus ton peuple, parce que négocier avec les Amerlocs, c'est à partir de 1 milliard, 2 milliards de dollars, pas moins, pour sauver ta peau, une seule famille. Donc, soit négocie bien avec les Amerlocs, négocie bien avec eux, parce que quand le peuple vietnamien va se lever, parce qu'il n'y a plus rien à serrer, parce que le peuple n'a plus de sang à te donner, je ne sais pas si ta tête sera encore protégée, soit par les Amerlocs, soit par ton grand frère du Nord. Les deux côtés, tu pactises soit avec l'un, soit avec l'autre, tu gagneras pas. Monstre. Voilà. Voilà la situation économique, familiale, intellectuelle du pays du Vietnam du Sud, dragon du Sud. Même en pleine guerre, il a su se relever. Même quand les bottes des Américains terrassaient les femmes du Vietnam dans les campagnes, mais quand même, il protégeait soi-disant une partie de la population. Même ça, même avec ça, le Sud a su se relever et construisait des hôpitaux, former ses ingénieurs, former des médecins, former des intellectuels. C'était avant 75 qu'il y a eu le plus de prix pour les voies en or. C'est quoi les voies en or? C'est les opéras qui ont marqué l'âme du peuple viet du Sud. Et qu'un contrat d'une voix en or achetée par une maison de disques ou n'importe quoi se négociait en lingots d'or. C'était même pas négocié en dong. Oui, et puis toi, ô Seigneur rouquin de tous les temps, être béni de toutes les surfaces de la terre. Tu me fiches la paix? Je travaille. Je travaille ce soir parce que je dois poster cette vidéo. Voilà. Et t'as pas une voix en or. Attends, tu stresses. Mignon, t'es beau comme un dieu. T'es le plus beau de tous les rouquins sur terre. Et tu veux quoi? Tu veux que je joue avec toi? Tu veux ça là? Le truc là, tu veux ça là? Tiens. Alors, dès que ça arrive, 75, c'était fini. Les théâtres, les troupes, le truc, machin chose, tous dissoutes. Plus de voix en or. Les gens se sont enfuis. Les voix en or se sont exportées vers les États-Unis. Ils ont reconstitué les troupes théâtrales et tout tralala aux États-Unis. En France, un peu. Les voix les plus belles se sont éteintes, soit emprisonnées, soit assassinées. Oui, je vous parlerai aussi de l'assassinat d'une des plus belles figures d'opéra et de théâtre vietnamien du Sud. Je vous parlerai de son assassinat. Oui, c'est un assassinat, c'était 2 balles dans la tête, froidement. Elle sortait d'une représentation, là, c'était en 78. Tout le pays pleurait. On a assassiné une voix. La voix du Vietnam du Sud. Encore une fois. Donc voilà la situation, voilà. Bref, j'espère que je vous ai donné envie de revenir au pays. Dites-moi si vous avez l'intention de revenir, parce que là, je vous dis, c'est pas la peine. J'ai toujours pas parlé des îles malaisiennes, hein, mais c'était pour vous dessiner un contexte.
D'accord? Pour ça, j'ai envie de porter baiser volé, quartier. Baiser volé. Qu'est-ce que j'ai porté? Oui, baiser volé. Magnifique. Oh là là. Numéro combien? 2518. Donc voilà. Je vous raconterai quelques histoires aussi sur les témoignages d'un survivant des camps de rééducation. Oui, oui, camp de rééducation, il a survécu. Bon, il a perdu 40 kilos entre-temps, mais il a survécu. Oui, 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 je vous raconterai un témoignage, un seul, l'unique. À la prochaine, et lui, par contre, je peux vous parler des îles Philippines parce que lui, il avait atterri sur les îles Philippines après que son bateau a été pulvérisé par une vague meurtrière. D'accord? Je vous dirai ça à la prochaine vidéo, promis. Promis, mais tout d'abord pour vous expliquer pourquoi et le comment. Et quand je vous ai dit que une journaliste allemande était venue visiter le pays et elle avait décrit dans ses colonnes en revenant ici, parce qu'elle écrit pas là-bas. Hein. Là-bas, tu écris quoi que ce soit, t'es cuite, hein, même si t'es étrangère, hein. Même si t'es protégée diplomatiquement par ton insigne de journaliste, hein, attention. Alors tu reviens ici, elle était revenue dans les années 80, elle a dit, j'ai visité ce pays, faut que je retrouve son... Elle a dit comme ça, grosso modo, je vous le traduis. Faut que je retrouve son nom. J'ai visité ce pays et je peux vous dire une chose. Si le poteau avait des pieds qui pouvaient s'enfuir, il l'aurait fait. Voilà. Voilà pour ça. Merci de m'avoir écouté. Bisous, bisous.